Autre gros dossier qui a eu mon attention ce matin dans le New York Times. Puis ça va vous toucher parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent les services d'Uber. Puis vous parlez fort probablement des jeunes filles dans votre entourage, adolescentes, jeunes adultes, groupes de filles, ils vont dire il y a toujours un enjeu. Quand une de mes amies qui s'en va dans un Uber, on s'assure que ça fonctionne. Des fois, on lui parle au téléphone tout le long. Des fois, on l'a juste la géolocaliser pour savoir qu'elle est à la bonne place. Et le New York Times nous apprend que Uber a un réel problème d'agression, de gestes à caractère sexuel inapproprié. On parle quand même de 400 agressions et conduites depuis déjà quelques années. Et ce que le New York Times nous apprend, c'est que la compagnie a testé des outils afin de s'attaquer à ces agressions et à ces comportements inappropriés. Mais il y en a certains qu'on a mis de côté pour pouvoir continuer de protéger l'entreprise, notamment de garder des chauffeurs indépendants, par exemple. On avait testé qu'une conductrice soit d'abord jumelée avec une cliente. Là, la mesure qu'on n'a pas nécessairement gardée. Puis vous allez voir, si vous allez lire ce texte-là, de nombreux cas là, où on a, par exemple, une jeune fille, elle rentre dans un Uber, le chauffeur l'amène ailleurs, on envoie des notifications. « Es-tu OK? » La jeune fille ne répond pas. 2 minutes, « Es-tu OK? » La jeune fille ne répond pas. Il ne s'est rien passé. Malheureusement, la jeune fille a été agressée. Pour parler de ce dossier, de ce que ça veut dire, comment on s'en sort de tout ça? Maître Alain Arsenault, qui est associé chez ADW Avocats. Monsieur Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Ce genre de dossier-là est hyper complexe, là, parce que ça se retrouve devant les tribunaux déjà. Il y en a d'autres qui l'ont peut-être vécu. La compagnie a une responsabilité. En même temps, c'est compliqué parce que ces chauffeurs, ce sont des employés indépendants. Ce ne sont pas des employés, ce sont des chauffeurs indépendants. Du point de vue juridique, c'est hyper complexe, là. Non. Non? Regardez, il y a une femme qui appelle chez Uber. Elle n'appelle pas le chauffeur directement, elle appelle chez Uber. Ou elle envoie un message chez Uber, trouvez-moi quelqu'un à tel endroit, à telle heure. Dès ce moment, le début de la responsabilité, ce qu'on appelle dans notre jargon indirect, s'applique. C'est à eux de s'assurer que leur monde, leur chauffeur, c'est des gens honnêtes, qui c'est pas des agresseurs, etc. Ça, c'est la responsabilité directe. Ils ont des vérifications à faire, mais en plus, ils ont la responsabilité indirecte qui est, eh bien voilà, vous avez été agressé par quelqu'un qu'on vous a référé, qui est arrivé chez vous parce que c'est un chauffeur Uber et on lui a donné un moyen d'avoir un accès à une clientèle. Donc, sur les deux chapeaux, responsabilité directe et responsabilité indirecte, Uber est responsable. Puis, est-ce qu'elle est capable de s'en sortir? Parce que quand on lit ça, on dit qu'il y a un grand problème là, qui prend de l'ampleur dans cette compagnie-là, puis on semble vouloir un peu fermer les yeux quand on lit l'article. À quel point c'est la voie juridique qui va réussir ou qui va faire en sorte qu'on va trouver une solution? Il faut bien comprendre une chose. Le système de défense numéro 1 de ce genre d'entreprise, dans ce genre de situation, c'est de dire, bien, écoutez, nous autres, on n'a pas engagé un violeur. Ah ouais, mais... Non, c'est vrai. Mais vous étiez responsable de vérifier qu'il n'était pas un violeur. Vous êtes responsable de ne pas avoir surveillé les agissements de vos chauffeurs. C'est bien beau de dire, c'est pas moi qui ai agressé, c'est quelqu'un qu'on connaît à peine. Oui, mais c'est l'agression, le lien a été fait à l'occasion de. C'est ça qui est important. Ouais. À l'occasion d'avoir un service par une entreprise qui a donné vos coordonnées pour vous transporter d'un endroit à l'autre de façon sécuritaire et qu'il n'a pas fait. C'est à l'occasion de. C'est pas si compliqué que ça. Puis comme victime, parce que des fois, on va dire, ouais, ben, tu t'as porté plainte à Uber, le chauffeur n'est plus là. Comme victime, on peut aller plus loin. Il y a l'aspect criminel là, du chauffeur s'il faut porter plainte devant la police, mais il y a l'aspect responsabilité de la compagnie. Est-ce qu'il peut y avoir un recours collectif? Est-ce qu'on peut chacun porter plainte contre l'entreprise? Vous, comme avocat, vous voyez ça comment? L'utilisation d'une action collective dans ce genre de dossier s'y prête très bien. Pourquoi? Parce que plusieurs centaines, plusieurs milliers, et quand je regardais l'article du New York Times, plusieurs centaines de milliers de victimes aux États-Unis, on s'entend. Combien au Québec, on ne sait pas. Et par conséquent, c'est plus facile de faire
une action collective où on fait en réalité un test case, où on dit, ben, allons-y avec l'action collective, on va établir les grands principes de responsabilité directe et indirecte, et ça va être plus facile ensuite de identifier les dommages à chacune des victimes de façon individuelle. OK. Super intéressant, M. Arsenault. J'espère qu'on va pouvoir se reparler bientôt. Vraiment très, très utile de comprendre. Puis vous êtes super clair, donc j'ai vraiment hâte de vous reparler. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir.